On va parler des avantages. J'ai demandé à Bernard Pouliquin, Marie-Quentin Valentin-Ngasser et Hervé Couplet de venir nous rejoindre sur scène. Bernard Pouliquin est vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la transition numérique. En fait, je vais vous prendre avec deux casquettes, parce que vous êtes à la fois l'élu chargé du numérique et également maître d'ouvrage. Marie-Quentin Valentin-Ngasser, architecte tous les deux. On va commencer avec vous. Hervé Couplet, Habitat 29. C'est dommage, on avait un habitat social, constructeur d'HLM. Il viendra peut-être tout à l'heure. On va commencer. Vous intervenez quand vous voulez. On va commencer par vous. Bonjour, vous êtes architecte. Oui, tout à fait. Et dans votre cabinet, le cabinet Régnier, l'agence Régnier, vous utilisez beaucoup le numérique. Oui, vous avez le droit à quelques illustrations. Ouais. Donc, en fait, nous, ce qu'on voulait faire, là, c'est vous présenter un peu la façon dont on travaille aujourd'hui à travers la maquette numérique. Donc, en fait, alors, dès la première phase du projet, avec le géomètre, on travaille... donc, vous pouvez passer. Voilà. Nous, on travaille avec des géomètres qui utilisent la technologie du scanner et du nuage de points. Et ils nous fournissent une maquette numérique dès le début du projet, donc, qui est une base pour nous de travail. Pas de problème d'interopérabilité? Très concret. Non? Non. Si, il y a un peu de problème d'interopérabilité, c'est le début, il faut pouvoir se lancer un peu. Mais c'est quand même une base qui nous sert de socle et qui est hyper importante. Si le géomètre n'a pas le matériel, vous changez de géomètre? Exactement. D'accord. S'il n'y en a pas avant midi, il change de crèmerie. C'est vraiment ça? C'est ça. Donc, vous travaillez avec le géomètre. Ensuite, donc nous, en tant qu'architecte, on récupère cette base de travail. Slide suivant. Donc, on crée notre projet à partir de cette maquette numérique que nous a fourni le géomètre. Et nous, on crée donc le projet, donc une maquette numérique qui donne en fait des données à la fois géométriques, mais aussi des datas sur l'ensemble des composants du projet. Donc un mur, c'est tel matériau, une fenêtre, c'est tel matériau, aluminium, bois, etc. Vous êtes architecte, c'est vous qui faites ça? Oui. Tout le monde dans votre cabinet a appris le numérique? Tout à fait, oui. Sur quel moteur? Revit. Sur Revit, oui. Sur Revit. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille sur Revit. Et un gamin qui sort d'une école d'architecture et qui n'a pas appris sur Revit, oui, évidemment. Il n'est pas engagé chez vous? Pardon? Il n'est pas engagé chez vous. Il ira chez c'est un peu ça, oui. Un peu ça, d'accord. Donc ensuite, en tant que prescripteur, on implémente aussi la maquette numérique à partir d'objets que nous fournissent des fournisseurs, donc des objets BIM. 3D. Vous avez intégré tous les catalogues des fournisseurs? Donc pour certains objets, là par exemple, on voit ici des sanitaires. Gebrit. Voilà, donc on intègre ce type de composants dans notre maquette, donc des composants à la fois géométriques, mais aussi qui sont paramétrés, informés. Donc, avec les fiches techniques. Voilà, un composant, c'est une fiche technique. Donc pour être plus clair, on enlève le classeur du fournisseur et du commercial qui vient nous voir tous les jours et on lui demande une bibliothèque d'objets 3D. Est-ce que tous les fournisseurs ont des bibliothèques? Non, pas tous. Donc ça veut dire que moi, fabricant de bidets, si je ne suis pas numérisé, je ne serai pas référencé chez vous? Exactement. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Donc ensuite, avec les bureaux d'études, alors là on voit un exemple d'intégration de plans 3D fluides sur notre maquette numérique. Donc les bureaux d'études avec lesquels on travaille récupèrent la maquette numérique que l'on a dessinée et ça leur sert de base de travail pour dessiner leur propre plan, donc fluide. Bureau d'études structure et thermique. Alors thermique et acoustique, eux vont utiliser la maquette comme base de calcul dans leur domaine. Est-ce que dans votre cabinet, il y a un geek? Il y a un chef de l'informatique qui est chargé de voir que ça marche? Ou est-ce que tout le monde partage ça? Est-ce qu'il y a une sorte de DSI, quoi, du directeur des services d'information? Non, on appelle ça un BIM manager, grosso modo. C'est une grosse casquette sans pas grand-chose dedans. Vous avez un BIM manager? Disons que je suis référent sur la maquette numérique intégrée. Donc c'est pas obligatoirement un architecte, c'est l'homme qui répare l'informatique qui foire? Non, mais je crois que dans les agences d'archi, on s'est souvent organisé avec un secteur administratif, un secteur chantier, un secteur études. Demain, il faut amener un secteur numérique. Et il faut avoir des gens référents qui soient des spécialistes du domaine. Donc ça va me coûter de l'argent? Tout à fait, c'est un investissement, mais je crois que c'est la même chose. C'est l'investissement qui va me coûter de l'argent? Oui. Et on parlera des avantages après. Exactement.
Vous intervenez quand vous voulez. Hein. Peut-être sur le métier d'architecte. Parce que je vous en prie, près des maîtres. Je me suis un peu intéressé à la question, puisqu'on a cette manifestation, en demandant à l'École supérieure d'architecture de Bretagne comment ils intégraient le BIM dans la formation des jeunes étudiants. Et alors, c'est connu, c'est repéré, c'est dans le scope, mais c'est quand même perçu comme un corps étranger, je trouve, dans la formation initiale, alors même que ça vient d'être évoqué. Dans les cabinets d'architectes, c'est un élément véritablement valorisant, en quelque sorte, pour emporter des marchés. Donc, je vois que même sur des formations supérieures et dans le cadre, je dirais, de la conception même architecturale, dans la manière d'organiser la formation, il y a véritablement des marges de progrès à opérer. Et donc, il y a aussi un travail à faire avec la communauté des architectes. On en parlera après-midi sur le volet formation. Continuons, allons plus vite. Donc ensuite, pour l'économiste, notre maquette lui sert en fait de base de travail, puisque à travers la maquette, il peut récupérer l'ensemble des données du projet. Donc en cliquant sur un élément, il va récupérer le linéaire, la surface, le type de matériau, et il va pouvoir faire son estimation à partir de ça, quoi. Conclusion, vous avez ici 350 bâtisseurs. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, vous, cabinet d'architectes ? Alors nous, ce qu'on a à dire, c'est très simple. Vous arrivez à la phase du projet au moment du DCE. Ce qu'on aimerait beaucoup aujourd'hui, c'est que ce travail qui a été fait en amont puisse être opérationnel au moment du chantier. L'idée, c'est de pouvoir retirer nos dossiers en BIM, en fait, tout simplement, de manière à ce que, je pense que c'est un avantage pour tout le monde. Ça permet d'avoir une vision globale du projet, une meilleure compréhension des intentions du projet, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez le plan DCE, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, M. Bonaldi, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait cet artiste ? Est-ce qu'on comprend bien les intentions du projet ? Donc je pense que ça, c'est un gain de temps pour les entreprises d'une manière générale. Après, c'est améliorer la synthèse, ne serait-ce qu'au début du chantier. Les réseaux de fluides, par exemple, les réservations avec le maçon, ça permet de rééquilibrer les rôles de chacun. Et surtout de ne pas regarder que son lot dans le CCTP, mais vraiment ouvrir l'ensemble des plans, avoir une compréhension globale et de pouvoir discuter avec les autres corps d'État. Et si moi je suis couvreur et que je ne suis pas informatisé, je n'ai pas le BIM, je pourrais quand même travailler avec vous ? Mais non, mais aujourd'hui, ce n'est pas nous qui sommes détenteurs de ça, c'est le maître d'ouvrage qui l'impose. Donc nous, si vous voulez, on met à disposition une technologie dans laquelle on a investi, qu'on considère être l'avenir de demain, et je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Les freins. Les freins à la numérisation du bâtiment. Les freins à la numérisation du bâtiment, vous l'avez dit vous-même. Le MO le MO, oui, en partie. Non, les freins, c'est l'aspect financier au départ qu'il faut mettre. Nous, on fait partie on n'est pas un grand groupe. Tous les architectes sont souvent des petites TPE ou PME. Oui. Il faut pouvoir investir. Et là, je reviens un peu sur ce que disaient les intervenants tout à l'heure. Ceux qui vont mettre à disposition ces objets-là, c'est ceux qui sont en haut de la chaîne de valeur. C'est le GAFA. Aujourd'hui, on voit que Google investit dans des serveurs que nous, on ne pourra jamais se payer pour mettre en réseau l'ensemble de la maquette numérique. Bernard Poliquin, 2 casquettes. Je vais commencer par la première. Monsieur le maître d'ouvrage, vous commandez pas mal de bâtiments, hein, vous ? Alors, on a un projet de construction d'un lycée en BIM, le lycée de Liffré, au nord-est de Rennes. Et pour être tout à fait clair, puisqu'on a une démographie scolaire en croissance, nous aurons à construire 2 autres lycées et nous avons prévu de les faire. Ça sera du BIM. Ouais. On a l'impression que les commandes publiques sont en avance sur le reste, sur le privé en tout cas, et que vous forcez plus sur le BIM. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, on n'a pas tellement le choix. Pourquoi ? Parce que l'intérêt de travailler ainsi, c'est d'abord d'être dans une sorte de garantie qualité. En clair, que notre expression de besoin se retrouve dans la réalisation. Quand même, ça paraît le b.a.-ba, mais il y a parfois des alignements, on va dire. Donc ça nous paraît être important, notamment lorsque la région promeut d'aller vers une maîtrise énergétique des bâtiments. Mon collègue Dominique Gramard qui est là, qui travaille sur ce sujet. Et donc, d'une certaine manière, le numérique, la transition numérique, c'est aussi une transition pour aller vers la maîtrise de l'énergie. En tout cas, on fait le lien. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, s'agissant de lycée, on a quand même une question de délai, parce que les élèves sont là, ou vont être là.
Et donc, il faut tenir les délais. On a le sentiment que ça marche mieux quand même. On est plus garanti, en quelque sorte. Le BIM, ça marche plus vite. Je pense que on sera plus garanti au regard d'une conception systémique avec l'ensemble des opérateurs pour le projet. Mais tout le monde dit qu'on perd du temps à la conception. On en gagne peut-être à la réalisation, à la construction, mais la conception prend plus de temps. Oui, vous le confirmez. Oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, ce travail du numérique va nécessiter sur toute la chaîne de production de travailler plus en amont. Aujourd'hui, d'une manière générale, on est plutôt payé après. Donc c'est compliqué pour nous d'aller investir du temps à ce niveau-là. Néanmoins, juste pour rebondir, là je suis d'accord avec vous, ça permet de gérer le temps. Sur des chantiers en site occupé avec des opérations tiroirs, ça permet de réaliser des synthèses avec le maître d'ouvrage et l'ensemble des acteurs. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est que ça rassure le maître d'ouvrage de pouvoir avoir des éléments techniques dessinés, sus et vus de tous comme un outil pédagogique. Oui. Donc, je continue sur les avantages. Ça gagne du temps, ça gagne de la qualité. Voilà. D'abord, le budget, on pense qu'il sera mieux maîtrisé. Parce qu'à partir du moment où la conception est propre, on a moins de surprises dans la réalisation. C'est un principe de base. L'IFRE, c'est 28 millions d'euros quand même. Donc il vaut mieux être garanti sur l'enveloppe. C'est le prochain lycée ? Pardon ? L'IFRE, c'est le prochain lycée. C'est le prochain lycée, ouais. Donc c'est quand même des sommes. Il y a moins de réserves après ? Pardon ? Moins de réserves avec le numérique ? J'ai pas compris. Moins de réserves ? Oui, non, mais je pense que c'est beaucoup plus facile, à partir du moment où une conception est bien faite, d'être garanti sur la réalisation. Ça, c'est une règle d'or qu'on observe en général. Autre avantage, la communication qu'on peut faire sur ce qui est prévu. Ça, on parlait de la relation client, c'est un point important. Mais montrer à nos concitoyens ce qui va être fait et indiquer quelles vont être les fonctionnalités du bâtiment tel qu'il est construit, imaginez, c'est quelque chose, c'est une valeur ajoutée en quelque sorte. Alors, la 3D, c'est bien, il ne faut pas résumer le BIM à la 3D, c'est pas ça, hein, ça a été évoqué, il y a des questions de capacité à mettre toutes les données concernées à destination de l'ensemble des métiers. Mais en même temps, c'est un sujet qui, pour nous, est important, d'être en capacité de communiquer clairement sur ce que nous faisons. Et ça, c'est un avantage certain, sérieux. Et puis, il y a un autre point... Devant le micro, merci. Et il y a un autre point qui nous paraît intéressant, c'est que à partir du moment où l'ensemble des acteurs sont présents pour réaliser la construction, on pense que les questions contentieuses seront mieux traitées. Il n'y en aura pas, en fait, parce que les choses seront plus claires. Il y a une traçabilité de l'ensemble des opérations prévues dans le cadre d'une mobilisation d'un outil BIM. Et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi un avantage pour tout le monde, pour les entreprises comme pour le maître d'ouvrage. Et vous ne parlez pas de la GTB, parce que vos lycées y vivent après. La gestion ensuite des bâtiments, la maintenance. Alors, c'est important parce que, en fait, il y a le sujet de la construction, bien sûr, mais je l'ai évoqué un peu au travers de la transition énergétique. Il y a la question de la maintenance et de l'exploitation du bâtiment. Ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Question SMS. Pour vous trois, est-ce que le numérique n'est pas un poids pour les petites entreprises ? Moi, je vais évoquer ce point parce que on est plus CAPEB que FFB. Ouais, oui. C'est un vrai sujet. On en est assez conscient à la région. Parce que d'une certaine manière, en faisant un appel d'offres avec le BIM, on peut écarter de fait des petites entreprises qui ne se sentiraient pas concernées par ce type de modalité. Or là-dessus... Là, vous changez de casquette, Monsieur Pouliquen. Bonjour, Monsieur le Vice-président, chargé de la transition numérique. Ça renvoie aussi à la capacité, je dirais, lorsqu'on on construit un bien, d'avoir la capacité de mobiliser les acteurs bretons, tous les acteurs bretons, petits ou grands, pour la réalisation du bâtiment. Et je vais juste vous indiquer un point important. Sur le point insurmontable pour les TPE. Et puis une remarque qu'on a pu faire, une observation qu'on s'est faite sur la question concernant l'utilisation du numérique par les entreprises du bâtiment. Souvent, c'est externalisé. Or, le sujet du BIM, ça va imposer quand même d'avoir des logiques d'internalisation en rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est de la valeur, et si on externalise la valeur, on se la fait prendre. Donc là, il y a un vrai sujet intéressant à travailler qui nous interpelle en région à plus d'un titre, et notamment sur les questions de formation. On est venus nombreux à la région. Hein. Oui. Ma collègue Georgette Breher est là, qui traite des questions de formation professionnelle, mais pour nous, c'est des sujets vraiment, vraiment essentiels. Je retiens. Le numérique, on gagne du temps, on gagne de la qualité, on gagne de la traçabilité, on gagne sur le budget et également sur la communication pour montrer ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de bien faire aussi, il faut le faire savoir. C'est bon ? Juste un instant, votre autre casquette, monsieur le vice-président du conseil régional, mais surtout chargé de la transition numérique. Vous allez essaimer comment ? Un peu de formation professionnelle, on va...
Écoutez, Je prends l'exemple, hein. Moi je suis maçon. la transformation numérique, elle est là. Donc il faut être assez humble et en même temps ambitieux sur la manière d'accompagner les choses. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des questions d'usage. Les cas d'usage sont importants. Il faut partir du besoin tel qu'il s'exprime dans la rue, d'une certaine manière. Et on voit que quand je parlais un peu des questions de communication de 3D, les gens veulent voir ce qui va se passer, mais ça vaut dans d'autres segments. En matière comment dirais-je, industrielle, on voit qu'on a des technologies à peu près du même type qui sont développées pour l'automobile. Logique servicielle de l'automobile, c'est typique. Pour l'aéronautique également. Et puis par ailleurs, dans des domaines très divers de services, et la problématique service est prégnante en matière de numérique. On voit qu'il y a des développements extrêmement forts, ne serait-ce que par les sujets en e-santé, par exemple, pour décontextualiser un peu le sujet par rapport à notre matinée. Oui. 1 minute pour conclure. Marie, Valentin et vous, Bernard. Marie, vous avez 350 bâtisseurs devant vous. Vous êtes architecte. C'est pas toujours le grand amour entre les architectes et le bâtiment. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Profitez-en. Moi, je voulais revenir sur l'investissement dans les logiciels. Enfin, là, quand on dit les entreprises peuvent se servir de la maquette numérique, par exemple, pour faire leur chiffrage, ce qu'on leur demande, c'est pas forcément d'investir dans un logiciel dans un premier temps pour dessiner, etc. Mais c'est plus de pouvoir lire notre maquette numérique pour pouvoir récupérer les infos dessus, quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, il existe, je pense, des logiciels ou des applications qui peuvent permettre d'ouvrir des fichiers IFC sans pour autant investir dans des logiciels qui peuvent coûter très cher. Donc voilà, il faut réfléchir à ce genre d'outils qui peuvent servir, quoi. Il faut au moins que je sache ouvrir un IFC. C'est ça. Le minimum. L'ouvrir et puis récupérer les données qu'il y a dedans, au lieu de travailler à partir de plans en 2D. J'ai à peine d'apprendre ce que c'est que... Il faut que je passe déjà à l'IFC. Valentin. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais pour pouvoir tenir un projet comme ça dans une petite PME sans trop investir, on dit souvent on veut un jeune expérimenté. Je pense que là, celui qui sort de l'école, il a l'expérimentation du numérique. Il ne coûte pas très cher et c'est surtout qui permet de faire avancer l'entreprise parce que c'est lui l'innovation de demain, c'est lui qui sait utiliser ces outils-là et c'est aussi lui qui en aura le besoin quand nous on construit des EHPAD par exemple. Aujourd'hui on est obligé de les construire avec cette technologie. Moi vieux con, c'est pas la peine que j'y passe à la formation. Ce que vous voulez dire. C'est pas ça, c'est-à-dire le jeune il est bien. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont plus aptes à utiliser certains outils et qui peuvent faire cette partie de recherche et innovation. Aujourd'hui elle n'est pas intégrée et c'est un peu dommage. La science, c'est ce que les parents apprennent aux enfants. La technologie, c'est ce que les enfants apprennent aux parents. Exactement. Moi, j'insisterai sur les questions de formation. C'est un enjeu commun pour la Fédération du bâtiment et la région, de faire en sorte que ce soit, je dirais, en formation continue ou en formation initiale, on puisse voir émerger un certain nombre de modules de formation assez souples, mais qui permettent à la fois de sensibiliser et de mettre en capacité. Ça, c'est un sujet pour nous important. Et avec ma collègue, on ne sera pas trop de deux pour faire bouger l'éducation nationale pour ce qui concerne la formation initiale. Ah oui, vous ne serez pas trop de deux, oui. Vous dites pour faire bouger l'éducation nationale. Bon courage. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On a parlé de la conception, je propose maintenant qu'on retourne sur le chantier, on va aller carrément sur la réalisation. Et je demandais à 2 personnes, on a 2 personnes invitées par la vidéo, 2 personnes de venir sur scène, Thierry Duméry et Éric Quénard. Venez nous rejoindre. Thierry Duméry, Cefra à Ivignac, c'est de la charpente métallique. On aura par vidéo Johan Boulanger, Ticoat, qui est de la MOB, Maison Ossature Bois, Samuel Rio, à Malinsac, qui est, je crois, électricien et chauffagiste, et Éric Quénard, volutique. On commence par vous. Bonjour. Nom, prénom, âge et qualité. Vous avez commencé quand votre entreprise? Thierry Duméry, j'ai 50 ans. L'entreprise Cefra, je l'ai rachetée il y a 5 ans. Je ne suis pas du milieu du bâtiment et j'ai tout de suite eu la problématique de la prise de code. Tout le monde connaît bien cette difficulté. Vous êtes dans la charpente métallique, hein, c'est important. On est dans la charpente métallique. Mais dans le métal, ça fait très longtemps que vous êtes, parce que c'est au millimètre près, ça fait longtemps que vous êtes numérisé, que vous êtes informatisé. Depuis que l'informatique permet de travailler
le bâtiment. Ça fait une quinzaine d'années, on est déjà sur la maquette 3D du bâtiment. Bon, vous arrivez, vous n'êtes pas du bâtiment, vous reprenez une entreprise charpente métallique et vous comprenez tout de suite qu'il faut vous y mettre. Je comprends très bien où j'ai mes problèmes. La prise de cote. La prise de cote. Et j'ai investi dans plusieurs matériels. Dont le Faro qu'on voit ici. Dont le Faro qu'on voit ici. Alors, il se trouve que Faro est présent. Hein. Je conseille d'aller les voir. Ils sont l'un des. Mais c'est pas la seule marque. On se doit de dire ça. Non, c'est pas la seule marque, mais c'est celle que j'ai achetée. D'accord. Mais Leica, c'est bien aussi. Non. Pardon. Pas mal. Leica, c'est pas mal. Enfin bon. Faro. Vous avez choisi. C'est Faro. très bien aussi. C'est très bien aussi. Le prix. 40 000 euros. J'ai le droit de le dire. Voilà. Plus le temps de lire le mode d'emploi. Non, c'est très très simple. Vraiment. C'est très simple. Vraiment. Vous dites comme Hugues, c'est pas technique. Il y a une interface graphique, il y a une interface utilisateur qui est très simple. Alors ça donne ça par exemple. Voilà ça donne ça directement sur votre tablette. Alors, ce qu'on fait, si vous voulez bien revenir à la slide d'avant, voilà. C'est un télémètre qui va prendre plusieurs millions de points à la seconde et il va prendre des photos et il va mettre la couleur dessus. Oui. Donc c'est ce qu'on va voir après sur la slide suivante. Ici, ça c'est un bâtiment qui se trouve à Saint-Brieuc, un vieux bâtiment qu'il va falloir fermer et sur lequel on va devoir fixer une charpente métallique. Donc vous voyez l'échelle à peu près. Oui. Et venir à l'intérieur pour prendre les cotes, c'était très difficile. Et donc si vous voulez bien passer, on a fait des coupes, hein, et voilà tout ce que ça donne quand on peut grossir. Et tous les éléments sont repérés en X, Y, Z. La couleur sur le point a été fixée par le Faro. Et on peut prendre des codes partout. Voilà ce que ça donne, et on l'intègre dedans. Plus vite. On fait un extrait, on peut faire des coupes. Et voici ce qu'on envoie. Donc ça, c'est un fichier TIFF qu'on intègre dans AutoCAD. Et on l'a à l'échelle 1. Oui. Attendez, déjà là, c'est un fichier TIFF qu'on intègre dans l'AutoCAD. Désolé. Je pense que les gens comprennent. Vous pensez vraiment ? Alors attendez, on va faire un petit sondage. Est-ce qu'on peut continuer à parler ? Il faut intégrer le fichier TIFF dans l'AutoCAD. Qui voudrait qu'on soit un peu plus bas de gamme ? Levez la main, je vous en prie, n'ayez pas honte. Vous voyez, peut-être qu'il faudra faire explication. Est-ce qu'on continue fichier TIFF sur l'AutoCAD, qui est pour qu'on continue de cette façon-là ? Donc vous êtes majoritaire. Donc les minoritaires comme moi, on fera des petits cours après. Alors, on extrait une image qu'on va intégrer dans le logiciel qui permet de travailler non, ça va. logiciel standard. Je vous en prie, non. Voilà, merci. C'était pour rire. Et donc on a après on a toutes les dimensions, on a les pentes. Slide suivant. C'est une maison qu'on va faire en Bretagne et l'architecte se trouve à Paris. Je suis allé la scanner, je lui ai envoyé tous les éléments et on travaille à distance. C'est vraiment la partie collaborative. Autre slide. Et voilà ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on a vraiment toute la définition du chantier. Je n'ai pas grossi plus que ça, mais on est au millimètre. On a vraiment une très haute définition et ça permet à tout le monde de travailler dessus. Dernier slide. Nous travaillons également beaucoup, nous faisons du compliqué, on travaille beaucoup pour l'industriel, ça c'est dans une usine, et il a fallu intégrer sur cette machine-là une passerelle. Donc je l'ai scannée, on l'a montée la semaine dernière, celle-ci. Et alors, dernier slide, c'est juste pour s'amuser. Ah non, c'est pas celle-là, une suivante encore oui, c'est dans une carrière, on ne pouvait pas s'approcher, il y a une tour de 17 mètres on devait barder et mettre la couverture, on ne pouvait pas s'approcher. Et j'ai pu la prendre à distance, la résolution un peu moyenne parce que j'étais un peu loin, mais ça m'a permis de prendre les cotes, commander le bardage, et on a pu poser facilement. Dernière image. Voilà. J'ai eu une demande également c'est une start-up française qui est sur un marché mondial, sur des camions de carrière, et ils interviennent dessus, ils n'avaient pas les cotes. Donc vous voyez tous les petits points noirs qui sont là, c'est les scans que j'ai fait. On a fait beaucoup de scans, on est monté dessus. Et en 2 heures, on a scanné tout le camion. Et ils sont repartis avec le fichier, ils travaillent dessus. Et ils vendent leurs produits dans le monde entier. Non, mais l'idée, elle est que vous avez acheté pour 40 000 € et vous avez la formation. Tout le monde ne l'a pas. On n'a pas besoin d'un Faro en permanence, d'un Bosch ou d'un Leica. Et qu'en vous appelant, vous le louez gentiment. Pas trop cher. Exactement. Voilà. On va prendre un deuxième exemple, toujours sur la réalisation. Où est-ce qu'on va ? On va à Ticoat ? Pourquoi pas ? Maison au statut bois, ils ne peuvent pas venir aujourd'hui, mais c'était intéressant de voir comment ça se passait sur place. Voilà une entreprise dans le bois, donc loin du métal, mais dans la construction, qui utilise depuis le début du numérique. Regardez.
chez Tiquat, on utilise le numérique depuis la création de la société en 2007. Dans cette entreprise, basée à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-d'Armor, et spécialisée dans la construction bois, la charpente et la menuiserie, on travaille dans une démarche écologique avec les outils informatiques les plus modernes, notamment la 3D. C'est vrai que la 3D, c'est un outil qui est très intéressant parce que ça nous permet de modéliser dès le départ le projet et avec le client pouvoir finaliser très rapidement le projet selon ses souhaits. Et ensuite, ça nous permet de rentrer suffisamment dans le détail pour que derrière, toute la construction se fasse sans accroc. On peut faire des intégrations très précises des VMC. La technologie aujourd'hui dans le bâtiment évolue, elle ne peut plus laisser place à l'invention de chacun comme il veut. On a besoin d'être carrés les uns envers les autres et que chacun sache ce que chacun fait. Et le 3D permet ça, que chacun puisse amener ses éléments de façon à ce qu'on atteigne une cohérence dans le projet qui à la base est définie même avant la construction même du projet. Commercialement, je dirais qu'au début c'est beaucoup d'investissement, sachant que nous on l'intègre dès la base des projets. Donc dès la base chiffrage, on s'en sert du 3D pour avoir nos métrés, nos volumes de bois, prédéfinir nos conceptions, être vraiment précis pour que notre offre soit la plus précise possible. Ensuite, dans la phase de fabrication, ça va nous permettre de sortir tous nos plans d'exécution pour l'atelier et ensuite même on va pouvoir estimer des poids d'éléments, par exemple nos murs, on va pouvoir les estimer, choisir notre engin de levage en fonction, les engins, le camion, le transport, on va pouvoir estimer combien on va avoir de camions pour transporter la maison. Enfin voilà, le 3D permet de lever beaucoup d'inconnus. Voilà, des trucs très simples comme l'engin de levage, combien de camions, ça va même jusqu'à comment charger le camion, en gros, quel va être le sens du déchargement derrière. Il y a une question qui a été posée, c'est comment est gérée la propriété intellectuelle du numérique? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, l'un de vous deux? Est-ce que vous êtes posé le problème de la propriété intellectuelle du numérique? En tout cas, pas pour ma part. Pas. Donc la question reste en suspens pour les prochains intervenants. Si vous pouvez répondre, tant mieux. C'est une question SMS. Autre question SMS, l'interopérabilité. Justement, on parlait du TIF et d'un logiciel précis. Est-ce qu'il y a encore, d'après vous, des problèmes d'interopérabilité? Est-ce que tout le monde a les mêmes normes? Je pense que la chaîne est en train de se mettre en place. Elle n'est pas encore définie. On parlait tout à l'heure des fichiers IFC, qui sont des fichiers c'est le format le PDF du bâtiment. Il existe aujourd'hui des logiciels gratuits qui permettent de travailler sur l'IFC, mais toute la chaîne n'est pas encore en place. Dans les logiciels de charpente métallique, ce sont des logiciels où on fonctionne en vecteur, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 points, on va tirer un trait. Là, ce sont des fichiers avec des millions, voire des milliards de points. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Les logiciels sont en train de se développer et tout est en train de se mettre en place. Qui l'emportera, sous quel format, ça reste à devenir. Donc on ne sait pas encore qui l'emportera et sous quel format. On va encore avoir la guerre Apple PC, avec pas la même connectique et pas encore les... Bon. Parlons avec vous. Éric Quénard, Volutique, bonjour. Alors, votre expérience? Oui, bonjour. Donc moi, je dirige la société Volutique, entreprise que j'ai rachetée il y a 6 ans. Donc moi aussi, je ne suis pas parti du bâtiment à l'origine, plutôt d'ailleurs dans l'informatique. Ça explique peut-être en partie mon choix. Il y a 1 an et demi, il y a eu des appels d'offres intéressants sur la ville de Rennes, notamment sur le métro, où on imposait dans le CCAP toute l'étude en BIM. Quel poids Volutique? Une cinquantaine de personnes. 50 personnes. À peu près 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous faites quoi? Second œuvre du bâtiment. Second œuvre. Vraiment plafond, cloison, peinture. Et vous avez gagné le métro de Rennes? Ah, pas tout, heureusement. Enfin non. Non, certains marchés. Oui, oui. Le premier qu'on a réalisé, c'est en étude, parce que là on est en réalisation, c'est le garage atelier, le GAT, qui est, pour ceux qui connaissent, à la Courouse. Et il fallait le numérique pour gagner cette... Il fallait le numérique, c'était imposé. Donc, quelques mois avant, on avait investi, formé, et puis on a aujourd'hui fait toute l'étude
avec... Alors, vous avez investi et formé. Il faut Oui. avoir les reins financiers solides pour faire ça. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est pas vendu, hein, c'est clair. C'est-à-dire que moi, c'est un investissement pour le futur. Là, on est au stade de la réalisation. Mais c'était cher concrètement. Entreprise, Alors, 50 personnes, c'est cher. Pas énorme, parce que déjà, j'ai formé que 2 personnes. Hein, on n'est pas 50 bureaux d'études. Logiquement, C'est 2 vous personnes. formez 2 personnes qui immédiatement s'en vont chez le concurrent. Pas pour l'instant, ils sont bien chez nous. Ça se fait. Ça se fait aussi, oui, tout à fait. Oui. Mais là, pour l'instant, on a formé 2 personnes. On a investi dans le logiciel Revit, qui est le plus commun Revit. aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et aussi parce qu'on était déjà on avait des versions d'AutoCAD, donc ça nous coûtait moins cher en investissement de rester sur le même... Thierry, vous pourriez parler informatiquement parlant à Eric? Bon, je pense, oui, en IFC, oui. TIF, En IFC, il n'y a pas de souci. il n'y a pas de problème. Et Du moment que lui, il est à votre du moment qu'il est en IFC. Oui. j'ai aussi investi dans un laser 3D, donc je pense qu'on pourrait s'échanger des informations. Bon, mais ça veut dire une volonté politique importante de la part du dirigeant, Oui, formation d'une équipe sur place tout à fait, oui. et investissement financier important. En logiciel et matériel aussi, parce qu'il faut des PC un peu costauds quand même. Bon, sinon vous seriez mort? Non, quand même pas. Non, mais par contre, je sais que demain, si je veux répondre au lycée de Liffrey, je pourrais le faire. Est-ce que l'État a prévu des aides financières pour la transition numérique des petites entreprises? Vous savez ça? On posera la question tout à l'heure. Je pose à haute voix les questions pour que les réponses viennent tout à l'heure si nécessaire. C'est des questions qui sont posées par vous, par SMS. Comment s'intègre la démarche BIM dans la loi MOP? Aïe. Là, on est dans la... On répondra aussi tout à l'heure. Je lui ai promis. Je note vos questions. Merci de les envoyer par SMS. Je propose un 4e témoignage. C'est Samuel Rio. De Rio, on va dans le Morbihan à Malinsac. Regardez. Nous voilà maintenant chez Rio, plombier chauffagiste à Malinsac. Dans cette entreprise, cela fait 4 ans qu'ils ont entamé leur transition numérique. D'abord poussés par la nécessité de dessiner des maquettes numériques, l'évolution de leur logiciel les amène aujourd'hui à penser en BIM. L'apprentissage fut long et parfois douloureux, mais aujourd'hui, le constat est plus que positif. Les avantages sont très importants parce qu'aujourd'hui, ça nous permet vraiment de faire des vrais plans d'exécution. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de bien voir l'encombrement de nos réseaux. Si on a besoin d'agrandir des locaux techniques parce qu'on pense qu'ils sont trop petits, on est capable de les dessiner déjà avant que le bâtiment commence. Et on peut demander à l'architecte d'agrandir le local et on a les preuves, on peut lui apporter la preuve que le local est trop petit. Parce que il y a quelques années, on se rendait compte que notre local était trop petit quand le matériel arrivait. Donc c'était beaucoup trop tard, ça crée même des fois des tensions avec les archis et les clients. Donc aujourd'hui on voit beaucoup plus de choses avant. Et ça permet aussi de mettre des réservations au bon endroit, du coup, parce qu'on a les vrais encombrements. Donc l'objectif, il est de passer, d'envoyer notre maquette numérique sur des tablettes, pour que les chefs de chantier ils puissent avoir des tablettes et qu'ils comprennent bien aussi ce qu'on a dessiné. Comme on fait des plans d'exécution maintenant qui sont réalistes, entre guillemets, l'objectif, il est aussi de pouvoir implanter les points de fixation directement sur le logiciel pour les envoyer après sur le chantier et les implanter avec un laser. Voilà, on a 4 exemples de 4 métiers différents du bâtiment. On avait une maison ossature bois, on avait la structure métallique, on avait l'entreprise seconde œuvre générale et également un plombier chauffagiste. Qu'est-ce que vous retirez de cet éventail de témoignages? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura moins d'erreurs, je pense. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est le travail collaboratif. C'est le fait de voir un petit peu tous les points de synthèse qu'on voyait difficilement. On est capable de faire des coupes un peu où on veut dans le bâtiment. Mais, enfin, clairement, mais vous on ne devrait avoir discutez moins pas d'erreurs. avec les autres corps d'État. Vous ne discutez pas avec eux, vous envoyez des mails, des trucs informatiques.
C'est pas ça qui va régler les problèmes de la réserve que voudrait le peintre avec le plombier et avec l'électricien. Ah bah si, parce qu'on est quand même, on travaille tous ensemble sur la même maquette. Sur la même maquette. Sur la même maquette. Cette dématérialisation, ça remplace vraiment les rapports humains? Non, ça remplace pas, ça complète. Ça complète. Ouais. Il faut quand même des réunions de chantier. Ah bah ça c'est Il faut quand même indispensable. Oui, tout à se fait, voir oui. ensemble autour d'une table et autour d'un verre. On est dans le bâtiment. Ça c'est moins. La morale. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de verre. Pas tout le temps. Non, La mais morale, la SMA BTP n'est pas là, vous avez le droit on peut parler entre nous. moi, je trouve que pour visualiser l'avancée, la conception, il y a des choses qu'on ne voit pas autrement. Même en plan, et j'ai une petite anecdote là-dessus, je travaille avec des architectes qui travaillent avec les fichiers IFC, et à la fin, ils me demandent une version papier. Donc j'aurais posé la question. Et ils me disent par contre, le souci, c'est qu'on ne sait pas comment vont vieillir les formats. Aujourd'hui, c'est de l'IFC. Dans 10 ans, est-ce que ce sera encore de l'IFC? Et ça, c'est un souci de normalisation. C'est même pas la durée du support numérique. Mais ceci étant, je trouve qu'on voit beaucoup plus de détails, d'informations. On rentre dans le millimètre du bâtiment avec la maquette. Et on voit beaucoup plus d'informations qu'on peut que travailler en 2D ou que travailler sur des plans papier. Parlons un petit peu du domaine qui va suivre. On a parlé de la conception, là on est dans la réalisation, et après dans l'exploitation. Ça aide également pour la gestion technique des bâtiments, ou du moins d'avoir les archives de l'entreprise, de la structure? Ah oui, tout à fait. Nous, les archives, on n'a quasiment plus d'archives papier. Vous avez encore des rotrings chez vous, non? Il y a 15 ans. Ils sont secs. Vraiment? Ah, vraiment. Il n'y a plus de calque, il n'y a plus de rotring chez vous? Ah non, mais ça fait 15 ans qu'on n'en a plus. Et les archives papier s'arrêtent quasiment. On en a très peu maintenant. C'est vrai qu'au niveau des DOE, toutes les fiches techniques, tout ce qu'on fournit en fin de chantier, aujourd'hui, si la maquette est complète avec toutes les fiches techniques des fournisseurs, il n'y a plus besoin de tout ça, logiquement. Aujourd'hui, on fait plutôt les deux. C'est-à-dire qu'on fait des tonnes de classeurs, plus des CD. Bon. Mais à la fin, logiquement, on devrait tout avoir dans la maquette. Bon, vous êtes dans le bâtiment, vous voyez des copains et des collègues. Il y en a qui sont encore au crayon papier. Vous les considérez de haut comme des survivants du paléolithique? Avouez que vous êtes très en avance, non, tous les deux. Ça dépend de la complexité. Quelqu'un qui va faire une clôture, il n'a pas besoin d'investir. Il peut se débrouiller avec son crayon. Quand on fait une tour de 50 mètres de haut, c'est un peu plus compliqué. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Quand on fait un collège, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend vraiment du type de marché quand même. Si on fait des petits chantiers où on n'a pas forcément besoin d'une maquette, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Mais dès qu'on est sur des grosses opérations avec beaucoup d'acteurs, je pense que ça a vraiment un sens. Et si je fais une petite opération avec beaucoup d'acteurs, je risque d'être... Oui. Je reprends l'exemple de Gibérite avec le bidet. Oui. Moi, je fais que des bidets, moi. C'est simple. C'est comme les clôtures. A priori, que j'ai pas besoin d'eux. Ben non. Si c'est le cabinet d'architecte qu'on a vu tout à l'heure, je ne serais pas dans le budget. Je n'aurais pas l'affaire. Vous faites peur quand même, non? Non, je pense pas. Je pense que c'est le sens de l'évolution. Bon, votre formation? Je suis ingénieur en informatique. Et voilà. Et voilà. Et votre formation? Ingénieur. Et voilà. Donc, il faut être ingénieur pour faire du bâtiment maintenant. Non, parce que je suis ingénieur, mais il y a 20 ans que je pratique plus, donc... Moi non plus. Bon, un message, le dernier, avant qu'on passe maintenant à la gestion du bâtiment, à l'exploitation. Un message d'espoir, j'espère, parce que là, on a été un peu dur sur... Qu'est-ce que vous avez à dire aux gars du bâtiment? Je pense réellement que c'est vrai qu'il y a de l'investissement, c'est vrai qu'au début, on a plutôt l'impression de perdre du temps, et que je crois que ça va être un gain pour les entreprises qui investiront au bon moment, et que de toute manière, on sera obligé d'y passer. Donc soit on y va sans contrainte, en étant plutôt moteur, plutôt que d'attendre et que ça soit beaucoup plus difficile après. Thierry? Moi, j'ai noté qu'avec les matériels que j'ai achetés, il y a une certaine résistance au changement. On avait nos habitudes. En interne? En interne.
Et puis, une fois qu'ils se les ont appropriés, ils ne veulent plus revenir en arrière. Il y a un effet cliquet là-dessus, ils ne veulent plus revenir en arrière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que les ressources humaines sont toujours un point difficile dans le bâtiment. Et le fait de passer au numérique, les jeunes sont au numérique. On parlait des tablettes, on parlait des téléphones. Ils vont pas aimer rester le rotring, ils vont pas aimer, ils connaissent pas, ça fait pas partie de leur Ils sont monde. digital native. Ils sont déjà dans ce monde-là. C'est à moi de m'adapter aux gens que je vais avoir besoin de recruter demain. Et je sais qu'avec ça, j'ai pas de souci. Merci à vous deux, merci à Jonathan et à Samuel qui étaient là par vidéo et qu'on remercie. Je propose qu'on vous applaudisse et qu'on passe à l'exploitation. Et je vais demander à Philippe Pouget, électricien, de venir nous rejoindre, Guillaume Chapin, qui est béton, et Stéphane Chevrier, l'anthropologue. Venez, on a beaucoup parlé des clients, là, j'ai envie d'avoir votre point de vue également. Philippe Pouget est électricien à Saint-Briac, Guillaume Chapin, béton, à Rennes, et Stéphane, anthropologue et sociologue. On commence par béton. Bonjour, c'est quoi comme entreprise? C'est une grosse boîte? Bureau d'études tout corps d'État, maîtrise d'œuvre. Combien de personnes? 250 sur la France. 250. Oui, une trentaine à Rennes. On va parler avec vous plus particulièrement de la gestion du bâtiment. Oui. Parce qu'on semble, vous dites qu'elle était un peu oubliée. On a oublié, en parlant du numérique, de la gestion du bâtiment. Aujourd'hui, la relation qu'entretient la GTB avec le BIM, elle est inexistante. Le numérique au niveau de la GTC, c'est surtout de l'export de données. De la collecte de GTC, données gestion technique centralisée. Et gestion technique bâtiment pour la GTB. Aujourd'hui, c'est plus de l'export de données, du traitement de données, export de fichiers, etc. Le BIM pourrait être utile à tout ce qui est implantation, accessibilité au matériel. Ce que vous dites presque, c'est que le BIM, j'en ai rien à foutre. Presque. Ça ne me concerne pas. On sera concerné. On en aura forcément besoin pour tout ce qui est implantation de réseau, accessibilité au matériel. Par contre, la GTB, elle est dédiée à la conduite du bâtiment. C'est deux choses qui peuvent être complémentaires, mais qui ne le sont pas aujourd'hui. On en reparlera. On en reparlera. Philippe, accepter le jeu, je ne comprends pas. Ça ne marchera jamais, c'est nul. Ça foireux, etc. Vous êtes d'accord? Je vais vous faire exprès volontairement agressif. Vous m'accordez? Je fais semblant d'être agressif. J'adore faire le beauf. Je pense que c'est une caricature aujourd'hui. Qui me va très bien. Mais qui a ses sources dans les départs de la domotique, dans toutes les contre-performances qui ont pu être effectuées. Alors, moi, je suis très vieux. Et il y a très longtemps, j'étais sur une chaîne cryptée où je racontais la domotique. Et puis, au bout d'une vingtaine d'années, parce que je suis très, très vieux, j'ai commencé à dire la domotique est un produit d'avenir qui restera longtemps un produit d'avenir. Et j'ai cessé de m'intéresser à la domotique. Les scénarios, les trucs qui ne marchent pas, je ferme les volets. Pour moi, c'était des trucs de prof de maths à la retraite, de retraités de l'EDF peut-être, ou de militants du Front National hyper sécuritaires, ou de veuves qui ont peur d'être agressées en permanence. Je ferme tout. Oui, je pense que la domotique a traîné un petit peu le côté gadget pendant assez longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être objectif par rapport à la domotique. Elle a des applications qui peuvent s'avérer très utiles, comme le maintien à domicile, la sécurité, l'amélioration des performances énergétiques, même au sein d'une simple habitation, par l'optimisation des apports solaires en l'absence des personnes. Ça peut être aussi très intéressant pour des personnes qui ont une maison relativement grande, d'appuyer sur un bouton en partant et de savoir que l'alarme se met en route, le chauffage va passer en réduit, l'optimisation d'apport solaire va se mettre en route, toutes les lumières vont s'éteindre, une simulation de vie éventuellement peut se mettre en route. Est-ce qu'il y a une demande maintenant de la part du client final? Alors aujourd'hui, on est moins dans le gros développement de la domotique est plus sur des ajouts ponctuels au sein de l'habitation que sur une installation totalement intégrée. L'installation totalement intégrée, encore une fois, elle est plutôt réservée aujourd'hui à des habitations d'une certaine dimension. C'est là qu'elle prend tout son sens et on peut se rendre... Ce qui peut être intéressant de savoir aussi, c'est que quand on prend en compte toute une habitation, aujourd'hui, on a des systèmes de communication à l'intérieur de la maison, des systèmes bus,
qui sont multiconstructeurs. On a plus d'une centaine de constructeurs qui adhèrent au protocole KNX, par exemple, ce qui fait qu'on n'est pas enfermé dans un... Je suis enfermé dans KNX et donc je ne peux pas faire IO. Si j'ai KNX, je ne peux pas prendre Somfy. Si. Aujourd'hui, on a des... Parce qu'il y a on a des interfaces... pour l'interopérabilité. Voilà. Qui réunit tous les différents protocoles. Voilà. Une démonstration. Alors, une démonstration... Encore une fois, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vieux comme le monde, mais ce que vous dites, c'est que ces démos, ça marche encore vraiment auprès du grand public. Les gens sont aujourd'hui bluffés. En gros, nous sommes peut-être trop en avance sur ce qui est nouveau. Pour beaucoup de gens, ce que vous allez nous montrer, c'est vraiment bluffant, c'est vraiment nouveau. Les gens aujourd'hui ont besoin de visualiser aussi ce qu'on va leur apporter. Encore une fois, il y a une question, on va en venir à la question de confiance, du rapport entre le client et son installateur. On va rentrer chez lui avec des caméras, on va éventuellement pouvoir toucher à sa sécurité directement. Donc voilà, il faut quand même la démo. La démo. Vous pouvez me tenir le micro ? Je vais vous faire le porte-micro. Si c'est moi qui ne touche pas, ça va peut-être marcher. Donc ici, par exemple, on peut voir mes bureaux. Sur le bureau, on peut faire fonctionner... Là, c'est votre bureau en direct ? Ça, c'est mon bureau, oui. C'est pour ça que j'y suis pas. Et si j'appuie sur un pré-réglage, je vais pouvoir passer sur le... Si ça veut bien marcher. Non, évidemment. Excusez-moi, c'est... On est en chargement, voilà. OK. Donc, hop. Voilà, là, on va passer au bureau où il y a au bureau d'accueil. Voilà. Je peux l'appeler ? Donc, c'est Christelle, ma femme. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est visualiser la domotique au sein de l'habitation. Est-ce qu'on peut appeler votre femme ? Je voudrais vérifier que ce n'est pas de la triche. Oh, c'est chez vous. Et en couleur, là ? Voilà. Et on peut tourner la caméra ? Non, celle-là est fixe. Celle-là est fixe. Ouais. D'accord. Alors. Vous faites quoi, là ? Avec votre portable ? Voilà, avec mon on va portable. filmer votre portable. Voilà. Donc, par exemple, je vais pouvoir interagir d'une manière générale sur les volets. Avec votre portable, vous allez fermer les volets, c'est ça ? Voilà, ouais, c'est ça. Ça marche pas. En fait, on a un problème d'actualisation de la caméra. Là. Vous voyez ? Ah oui. Voilà, là, on voit les volets se fermer. C'est une image toutes les 3 secondes, toutes les 5 secondes ? Ça dépend du débit. Donc là, on en revient à la qualité du numérique. D'accord. Ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est allumer quelques lumières. Ouais. Salle à manger, tout ça. Et puis, on va faire un petit scénario là d'extinction générale. D'accord. Donc là, on s'amuse bien, on s'amuse 5 minutes, ça m'a coûté une fortune. Et puis après... Donc là, je pense qu'on peut arrêter la démo. Là, on a une visualisation assez simplifiée où on ne voit pas forcément très bien l'intérêt. Mais j'en reviens, encore une fois, à la simplification. Les contre-performances du début de la domotique lui ont vraiment porté atteinte négativement. Et on peut imaginer quand même, et moi je le vois vraiment chez mes clients, quand on a une maison importante et qu'il faut faire le tour des volets, vérifier les lumières dans toutes les pièces, etc., ça devient vraiment fastidieux. Donc là, voilà. Là, c'est quelques exemples d'applications, mais qui réunis au sein d'une grande habitation sont vraiment sympas et plus qu'utiles. Ensuite, c'est un petit peu comme tout, quand on n'y a pas goûté, ça va. Une fois qu'on y a goûté, on se demande comment on faisait avant. Voilà. Après, c'est plutôt la deuxième partie de la domotique, c'est vraiment, et ce qui se développe le plus et ce qui se vend vraiment le plus, ça va être ponctuellement, les gens vont nous demander une alarme, vont nous demander une centralisation de volets roulants parce qu'ils en ont marre de faire grincer les volets tous les soirs, une petite commande sur le smartphone de leur portail. Quand ils n'ont pas la télécommande, ils ont un Est-ce que vous arrivez après ou est-ce que votre démarche domotique peut s'intégrer en amont, dès le départ, dans les goulottes, dans les plaintes, voilà, pour que les courants faibles soient intégrés dès le départ dans la maquette numérique ? Quand on est dans le cas d'une réalisation totalement intégrée avec un système bus, là, on vient vraiment en amont. Donc vous participez à la numérisation du bâtiment ? Oui. L'un des aspects. Il n'y a pas que la maquette numérique.
On parlera tout à l'heure du compte rendu de chantier sur tablette. Parlons aussi de la gestion du bâtiment, gestion technique des bâtiments. Quelle stratégie il faut que je prenne pour faire une bonne gestion technique des bâtiments? Alors, une bonne gestion technique du bâtiment, c'est déjà des besoins bien définis par le maître d'ouvrage. Ce qui n'est souvent pas le cas en partie, on va dire, conception, programmation. Ça fait 3 fois qu'on fait des reproches au maître d'ouvrage, vous avez vu, depuis ce matin. Oui, mais c'est pour son bien, pour son Oui, pour son parce qu'il exploitation. serait temps qu'il bouge. Messieurs les maîtres d'ouvrage, il faudrait bouger un peu plus. En gros, être plus exigeant. Bonjour, qu'est-ce que je veux dans la gestion? Définir les besoins. Ouais, bien définir son besoin, soit en fonction de son gestionnaire ou en fonction de son personnel qui va faire la maintenance. Aujourd'hui, on s'adresse plus dans tout ce qui est numérique à des entreprises multitechniques de maintenance et exploitation. Et donc là, via le BIM, ça peut leur permettre de localiser sur la maquette numérique et aussi, via la conception et la réalisation, appréhender tout ce qui est l'accessibilité aux équipements. Vous, qu'est-ce que vous demandez pour organiser le bâtiment? À votre tour, comment vous organisez la gestion du bâtiment en amont? En amont, avoir une confirmation des équipements, avoir on va dire, appréhender toutes les opérations de maintenance avec le maître d'ouvrage. C'est une nouvelle approche. Il faut faire une analyse fonctionnelle technique. Appréhender la conduite du bâtiment alors qu'on est encore en exécution, en conception ou en exécution. Et vous trouvez qu'on n'y pense pas assez? Qu'on ne pense pas assez à vous? Enfin, du moins à la vie du bâtiment après? Ça vient trop tard dans le chantier. Enfin, ça vient dans le chantier alors qu'on devrait y penser largement en amont. Donc c'est de votre faute parce que vous ne gueulez pas assez fort? Ah. C'est notre faute, non? On vous oublie trop. Tout simplement, c'est du temps à passer et que le temps... D'accord. Est-ce que ça... Alors, mais vous êtes protocole TIFF, vous rentrez dans AutoCAD, enfin, vous connaissez leur langage. Oui, ça m'a parlé, moi. Oui. Ça vous a parlé. Donc ça pourrait très bien, la GDB, s'intégrer dans la maquette numérique dès le départ en amont. Tout à fait, oui. Stéphane, Oui, on assiste à une évolution des compétences, surtout au niveau de la maintenance. Parce qu'effectivement, la maintenance, ce ne sera pas que d'avoir un tournevis et une pince dans la main, mais aussi prendre en compte le numérique par rapport à ces nouveaux outils pour eux aussi. Et du nouveau business aussi. Aussi. Les vendeurs de voitures, ils gagnent du fric par le garage. Stéphane, monsieur l'anthropologue, vous dites, parlons de la réalité virtuelle, qui est l'un des aspects aussi, c'est plus que la domotique. Quand on montre aux gens en 3D avec la lunette Oculus, ils s'imaginent, ça change aussi la donne côté consommateur. Oui, parce que je pense que, bon, de manière générale, peut-être pour dialoguer aussi avec mes voisins, moi je pense qu'il y a globalement un manque de connaissance de l'utilisateur, quel que soit l'utilisateur dont on parle, que ce soit un professionnel ou un autre utilisateur. Mais tout ce que ces outils numériques introduisent aussi, c'est aussi un nouvel imaginaire de l'habitation, des bâtiments, etc. On voit bien qu'à travers les systèmes de simulation, la réalité augmentée, finalement, le bâtiment, il est déjà là alors qu'il n'est pas encore construit, etc. Donc ça m'oblige à penser les choses différemment et ça m'oblige finalement à me raconter une histoire d'une certaine manière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que fondamentalement, ça bouscule quelque chose dans la tête des gens qui reçoivent ce genre d'outils-là. Je pense aux utilisateurs, je pense, a fortiori, si ce sont des habitants qui ne sont pas très familiers avec ce genre d'outils, c'est quand même des outils qui modifient notre imaginaire et notre relation aux objets, alors que d'habitude, un bâtiment, c'est quelque chose de dur, c'est là, c'est présent, ou c'est sur un plan. Là, tout d'un coup, il est en 3D, on l'implante, comment on peut pénétrer dedans éventuellement, on le fait pivoter, etc. C'est quand même une vraie rupture, tout de même. Et en même temps, ça va très vite. C'est-à-dire que moi, avant, moi, client final, je lisais le plan masse. Maintenant, je vois, ah oui, c'est là qu'on prendra l'apéro avec les copains. Voilà, c'est-à-dire que... Est-ce que vous pouvez mettre le soleil à 18h? Ouais. Moi, ce qui me marque beaucoup quand je rencontre les personnes, c'est qu'elles se racontent des histoires. C'est-à-dire qu'elles se racontent des histoires. Alors, évidemment, pour des gens qui vont être dans un projet de logement, parce qu'on se dit effectivement, c'est là où les gosses vont jouer, là on va boire l'apéro avec les copains, etc. Bon. Et qu'est-ce que ça change pour les bâtisseurs qui sont là? Ça change fondamentalement parce qu'un bâtisseur, c'est pas simplement celui qui doit faire son show de performance technique, c'est celui qui doit raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il doit accompagner les gens, les personnes, quel que soit leur profil, dans la construction de leur histoire. Il va falloir que vous fassiez du storytelling, c'est ça? Alors c'est un peu du storytelling, c'est-à-dire que c'est
accompagner dans une histoire qui effectivement en plus doit être belle, parce que quand vous avez un projet de baraque, vous avez un projet de maison, vous vous racontez de belles histoires. Après, je me fais du cinéma, monsieur le réalisateur, accompagnez-moi, c'est ça? Alors c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est là où on voit qu'effectivement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les outils du numérique bouleversent aussi les métiers du bâtiment. Parce qu'effectivement, on n'est plus en train de construire simplement un bâtiment, on est en train de faire le décor d'une histoire que je vais me construire avec des amis, des parents, des enfants, etc. Et encore, j'insiste sur ce point-là, l'histoire elle est toujours belle au début. Hein, et donc, évidemment, on veut que le scénario il soit beau, et on veut que le cinéaste, artisan, architecte, peu importe, eh bien, il m'accompagne dans ce récit-là, quoi. Alors, très rapidement, le bâtiment devient un producteur de données. C'est ce que disait Hugues tout à l'heure. Vous allez fournir du data. On ne va pas aborder aujourd'hui est-ce qu'à partir de quand ça devient du big data et à partir de quand ça appartient, à qui appartiennent ces données. Mais vous avez l'impression d'être en plein dans la numérisation du bâtiment. C'est plus que de la domotique. Oui, aujourd'hui, parlons de Nest. Notamment grâce au réseau RJ45 qu'on met dans les maisons, on se retrouve avec des mini-réseaux d'entreprises, hein, avec une petite baie de brassage qu'on appelle le coffret de communication. Et donc effectivement, on va décider dans telle pièce, on va envoyer le téléphone, on va envoyer l'informatique. Là-bas, on va mettre le décodeur TV numérique, on peut le raccorder, on fait nos choix. On distribue le numérique dans la maison. Bon, une question posée par SMS, c'est qu'auraient dû faire les hôteliers pour éviter de perdre 20% de marge par TripAdvisor et autres Airbnb. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans le bâtiment? Il faut refuser Nest et prendre Delta d'Or? Non, je pense. Il faut arriver. Nest, c'est une sous-marque de Google qui va récupérer toutes les données, et comme vous êtes sur la box, c'est envoyé directement à Cupertino, qui va récupérer toutes les données et qui sera capable, s'il a 1, 2, 10, 100 000 clients, de récupérer du big data de 100 000 clients, des données extrêmement intimes et extrêmement importantes. Pour en revenir aux hôteliers, je pense que s'ils se fédéraient et qu'ils créaient leur propre application, ça pourrait être une solution pour eux. S'ils avaient fait leur TripAdvisor à eux. Voilà, oui. Dans le bâtiment, prenons l'analogie, il faudrait un Nest rien qu'au bâtiment, une gestion technique des bâtiments propres. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs groupes hôteliers qui ont intégré le numérique et la GTC. C'est-à-dire que via une plateforme internet, vous pouvez réserver votre chambre et demander la personnalité à votre goût. Est-ce que vous voulez de la climatisation, de l'eau chaude, de l'eau froide, de la télévision, etc. Et ça, ça fait effectivement la relation entre le numérique et la gestion technique. Oui, dans les hôtels, on voit effectivement la domotique arriver avec la personnalisation au goût du client. Oui. Est-ce que l'énergie consommée par la domotique est compensée par les économies? C'est l'une des questions SMS. Oui, largement, surtout que les constructeurs font un peu attention à ça pour ne pas se faire de mauvaises pubs par rapport à la consommation. Et là, je ne sais pas si on peut revenir une petite fois sur une démo. Oui, il y a une question aussi, pendant que vous faites la démo, est-ce qu'on peut pirater? Alors, à partir du moment où on est dans de la gestion plus ou moins informatique, on peut effectivement... le risque existe. Maintenant, je pense que les hackers, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter que d'aller voir à quoi ressemble votre salle à manger. Oui, mais les cambrioleurs, vous connaissez les cambrioleurs de 14 à 17 ouais, aux États-Unis, une série de cambriolages, parce que les gens étaient sous-bassement sur la box. La box, il n'y a rien de plus facile de vérifier, de regarder. Ils avaient vu que tous les jours, tous les mardis, entre 14 et 17 heures, madame allait faire ses courses. Donc, on fait le cambriolage, on est sûr, il n'y a personne. C'est très simple, c'est simple comme bonjour. Oui, un petit peu à l'inverse de ça, on va parler de la résidence secondaire qui a ses volets fermés toute l'année, où on va mettre en place une simulation de vie avec les volets qui s'ouvrent, des lumières. Pour vous donner un exemple, chez un client, on ne lui a pas installé d'alarme, mais par contre, quand on arrive, qu'on s'approche par le chemin obligatoire pour accéder à sa maison, de sa maison, si on est de nuit, on a la fenêtre de la chambre qui s'entrouvre, la lumière qui s'allume. Moi, je ne suis pas voleur dans l'âme, mais même si je l'étais, je pense que c'est assez répulsif. C'est une des applications de la domotique aussi. Est-ce qu'il y a un lien entre vous et vous? Moi, à mon avis, le lien, il est dans la technicité, c'est-à-dire qu'on peut être amené à utiliser les mêmes produits. On utilise le même protocole, ça peut être les mêmes produits, après il y a différentes gammes de produits.
Et oui, il y a des relations directement avec les entreprises. Mais je reviens, est-ce que votre concurrent commun, c'est pas Google? Non, je pense pas, parce que je pense que tous les acteurs qui viennent sur le marché de la domotique, ils font une promotion de la domotique. Plus il y aura d'offres, plus il y aura de pubs, plus la domotique va se développer. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous avez parlé de piratage. Aujourd'hui, une nouvelle facette qu'on doit intégrer au niveau de la maîtrise d'œuvre, c'est toutes les relations avec les systèmes informatiques des maîtres d'ouvrage. Tout ce qui est DSI, etc. Où est-ce qu'on met le serveur de GTC? Est-ce qu'on l'externalise? Est-ce qu'on s'intègre dans... Est-ce que c'est un réseau complètement séparé, etc. Ça, c'est une nouvelle facette. C'est des relations nouvelles aujourd'hui. Un dernier mot pour conclure. Une minute, et vous après l'anthropologue. Vous avez 350 gars du bâtiment. Leur dire que la domotique, c'est pas un gadget, c'est plus du tout un gadget. Je pense qu'on a pas mal évoqué les sujets. Je pourrais revenir sur une petite chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la prise en compte de sa consommation énergétique, qui passe aussi par le numérique. Dans ce cas-ci, notamment, alors il est allumé depuis un moment, je ne sais pas si vous pouvez me tenir. Oui, je vais vous tenir le micro, bougez pas. Voilà, donc là, chez ce client, on peut commander son chauffage à distance, mais il peut aussi voir sa consommation en temps réel. Il peut aussi voir exactement où en est son compteur. Bon, là, il n'est pas actualisé. Est-ce que vous comprenez pourquoi certaines personnes refusent Linky? Oui, je peux comprendre. C'est un vrai débat, j'ai une cliente qui est électrosensible et qui m'a appelé par rapport à ça. Indépendamment de l'électrosensibilité, sur la protection des données. Sur la protection des données, dès que les données se retrouvent de manière radio, effectivement, il y a toujours un risque. Maintenant, encore une fois, quel est l'intérêt d'aller savoir que son voisin va consommer tant? C'est plutôt l'utilisation. J'adore savoir ce que fait mon voisin. Non, ce qui va être plus gênant, c'est encore une fois, on va être catalogué, on va rentrer dans des cases, on va être des consommateurs de tel type. Donc, on va être susceptible de nous vendre encore des produits. Là, on rentre encore dans le système de consommation qui devient de plus en plus performant et grâce au numérique, malheureusement. On déborde un petit peu. Il y a une réticence des gens à faire entrer chez eux quelqu'un qui va les surveiller, regarder s'ils prennent bien leur douche, s'ils chauffent bien leur salle de bain, s'ils ne dépassent pas les 21 degrés, enfin, des 19 degrés. Oui, il y a forcément une réticence parce que j'allais dire, avec tous les capteurs qui peuvent exister, on a des connaissances finalement très fines des usages. Hein. Mais je me souviens, il y a quelques temps, dans des enquêtes précédentes qu'on avait réalisées, les gens ne voulaient pas un ordinateur dans leur chambre. Parce que l'ordinateur, avec son meuble de bureau, symbolisait trop l'univers du travail. Oui. Hein, et donc on avait aussi, forcément une espèce de présence comme ça de l'univers du travail qui était supposée comme une forme de contrôle un peu de sa vie, alors que ma maison c'est ma maison, je suis chez moi, et puis 3 petits points quoi. Hein, donc on n'a pas forcément envie, même si effectivement c'est des scénarios très très hypothétiques qu'on vient de nous pirater, nous donner. C'est finalement quelque chose qui a une part de nous-mêmes. Finalement, je prends ma douche à telle heure, j'ai telles habitudes, etc. Je me lève à telle heure. Et donc, cet enjeu est extrêmement important. Mais je voudrais rajouter quand même sur la domotique qu'à mon avis, il faut que la domotique sorte d'un discours sécuritaire et un discours de la maîtrise. Parce qu'on voit aujourd'hui que très souvent, quand on parle de la domotique, c'est pour maîtriser ma maison, maîtriser mes consommations. Moi, je fais beaucoup d'études sur la maîtrise de l'énergie dans l'habitat. La plupart des gens s'en foutent de la maîtrise de l'énergie dans l'habitat. À partir du moment où ils ont découvert l'outil, etc. Alors, j'exagère un peu, évidemment, hein, mais il y en a un petit pourcentage, évidemment, qui va s'y intéresser, bien sûr, pour gérer son quotidien. Alors, on ne parle plus de maîtrise, on parle de quoi? Alors, justement, il y a un langage à imaginer, c'est-à-dire mieux connaître les utilisateurs. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important, pour arriver à concevoir aussi des interfaces, des outils qui permettent aussi d'aller au-delà de simplement la volonté de maîtriser le pilotage de sa maison, le pilotage de son énergie, et que c'est une nouvelle génération de la domotique qui, à mon avis, est à imaginer.
Je pose encore plein de questions à la salle pour les gens qui vont monter sur scène tout à l'heure. Peut-être qu'ils pourraient y répondre. C'est des questions SMS. Ce qui est bien, c'est l'interactivité. C'est pas quand on les gens sur scène qui peuvent répondre. C'est peut-être l'ensemble de la salle où il y a une intelligence supérieure. C'est est-ce qu'il serait pas malin de mettre systématiquement la position GPS de tous les chantiers sur le BIM ou sur tous les outils numériques pour éviter qu'on se perde quand on va au boulot. 2, Revit est-il aussi au point au niveau 3D que SketchUp? Voilà, les questions posées, les techniciens répondront tout à l'heure. 1 minute pour conclure, on est déjà en retard. Oui, donc juste pour rebondir, on parle aussi surtout au niveau des utilisateurs d'éco-comportement et de changement de comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pédagogie, elle a évolué au sein de l'utilisateur à l'échelle du bâtiment. Oui. Aujourd'hui, le confort collectif prime sur le confort individuel. Est-ce que c'est pas un vieux pieu? Est-ce que le confort collectif prime sur le confort individuel? Aujourd'hui, vous pouvez pas régler, sur certains bâtiments, vous ne pouvez pas régler la température au niveau bureau, au niveau local, au niveau utilisateur. Seul le porte-monnaie nous rendra vertueux, pas les grandes idées, je crois, mais non. Après, tout ce qui est gestion technique bâtiment, exploitation, maintenance, ils ont des performances à atteindre. Ça, c'est sûr. Donc, de là, et la sanction, c'est les euros à la fin du mois. La véritable réussite, elle est là. Ou la prime. Ou la prime, tout à fait. Enfin, c'est pas le bilan carbone, tant que c'est pas taxé. Non. On est d'accord. Merci à vous trois.